Tout sera enregistré. Ensuite, donc là, le code MATLAB. Donc là, les jeux de données sont des points consistants en des points qui se trouvent dans un carré, donc entre -1 et 1 sur l'axe des abscisses et des ordonnées. C'est pour ça qu'on va se créer des grilles avec cet intervalle. Ensuite, les fonctions φk pour modéliser la frontière de décision. Donc on va prendre quelques monomes. Donc là, x1 puissance 0, donc ça va être la fonction qui est constante égale à 1, quel que soit x1, x2. Ça c'est le φ1, le φ2, il rend juste x1 pour tout x1, x2. Le φ3, il rend x2. Et après, on va avoir les termes d'ordre 2, donc x1 carré, x1, x2 et x2 carré. Ensuite, les deux autres, ils sont un peu à part. Là, il ne s'agit pas de monomes. On va les utiliser uniquement pour le jeu de données, pour le troisième jeu de données. Et donc, qu'est-ce qu'on va utiliser comme modèle? Donc, si on regarde un peu les données, là, donc le premier fichier donné, il contient ces points-là. Qu'on voit ici. Donc là, on voit que on peut supposer qu'on va pouvoir les séparer plus ou moins exactement avec une droite. Et donc là, on va prendre un modèle linéaire. Et donc le modèle linéaire, ça se traduit par la prise en compte donc des fonctions, juste des fonctions φ1, φ2, φ3. Ici, donc dans notre matrice X, on va avoir une première colonne avec les valeurs de φ1, évaluée donc au point xi des exemples, une deuxième colonne avec les valeurs de φ2, une troisième colonne avec les valeurs de φ3. Donc là, on a pris en compte trois fonctions. Donc, on va avoir trois paramètres, θ1, θ2, θ3, et donc on va avoir les θ. Pour les θ, on a donc un vecteur. Juste, monsieur, les xi veulent dire quoi dans la formule, là, le grand X est égal à φ1 de entre parenthèses xi de 1,1. Je vois pas où ils sont. Les xi, oui. Ça c'est les xi. Donc en fait, ici, cette commande-là, j'en ai pas encore parlé.
load data1.mat, ça charge dans la mémoire en deux vecteurs, un vecteur, ou plutôt un tableau XI, où on a les coordonnées X et Y des exemples, et un vecteur YI où on a des 0 et des 1. D'accord. Ok, je pense que je vous remercie. Et là, il n'est pas défini nulle part là dans le script, le XI, YI sont deux vecteurs qui se chargent automatiquement avec cette commande là, load data1.mat. Donc les XI et YI sont donc les coordonnées des exemples et la valeur attendue, donc soit 0 soit 1. Et donc là, ici, du coup, dans toute cette partie-là, je définis, donc la M, c'est la longueur c'est le nombre d'exemples, donc qu'on peut avoir avec la longueur de YI, du vecteur YI. I pos, comme ça ici, ça va être... Ce sont les indices des exemples positifs, INEC pour les exemples négatifs, et là les coordonnées X des exemples positifs sont après dans pos 1, donc après on peut les avoir avec en prenant dans le tableau XI les valeurs IPOS et 1 et les coordonnées Y des exemples positifs, pareil avec XI de IPOS et 2. Et pour les exemples négatifs, c'est pareil avec INEC. Donc ensuite on se construit la matrice X. Il faut initialiser le θ. Donc ici on peut, pour cette méthode, on peut sans problème initialiser les paramètres avec 0. Là il n'y a pas de problème. Et donc ça, déjà cette ligne-là répond, avec cette ligne-là, on peut répondre à la première question. Donc là, ce qu'on prend en compte, c'est un terme constant et deux termes linéaires, donc phi1, phi2 de x égale x1, ou phi2 de x1, x2 égale à x1, et phi3 de x1, x2 égale à x2. Ensuite, regardez la question suivante. Ah oui, dans la question suivante, normalement c'est pour vous, à vous de modifier la fonction coût qui est aussi donnée. Là, on va regarder la fonction de coût. Et donc dans la fonction de coût, là il faut regarder un peu les documents. Donc là on avait vu la dernière fois. Donc avec ces notations là. Donc là la matrice X avec
avec l'évaluation des phi sur chaque exemple en colonne, le vecteur des paramètres θ, le vecteur des résultats attendus et un vecteur h qui est la fonction sigmoïde évaluée sur donc le θ transposé phi. Θ transposé phi, ça c'est le modèle de la frontière, pour modéliser la frontière de décision. Donc ça c'est le θ0 fois phi0 plus θ1 phi1, etc. Et la fonction de coût et son gradient, on peut les vectoriser comme ça. Ou on peut les vectoriser en MATLAB à partir de ces expressions. Donc là, on a une somme sur i de moins yi log fois log hi moins a moins yi fois log de a moins hi. Ça c'est pour le j. Et pour le gradient, on a tout simplement x transposé fois h moins y. Et donc là, après, comment ça va se traduire en MATLAB? Là, j'ai ma fonction coût. Donc là, j'initialise tout par 0. Et là, le h, on peut le calculer tout simplement. Donc là, cette fonction, elle prend en entrée, bien sûr, le θ, le x. Après, on a besoin des yi, donc les classes attendues, et pour plus tard, elle dépend aussi, pour la régularisation, elle dépend aussi d'un paramètre lambda. Et donc là, le h, il se calcule tout simplement avec sigmoïde. Sigmoïde, c'est la fonction sigmoïde qui est déjà programmée. On peut regarder aussi. Donc ça, c'est tout simplement cette fonction-là, 1 sur 1 plus exponentielle de moins 7. Ça, c'est sigmoïde de 7. Et donc pour le h c'est tout simplement le sigmoïde de x fois θ, ça c'est un produit matrice vecteur. Et ensuite dans le j, j'ai deux produits scalaires à la base. Donc moins le vecteur de yi transposé fois le vecteur des logarithmes de h moins le vecteur a moins tyi transposé fois logarithme de a moins h. Donc avec le produit scalaire, comme ici, je prends des produits, donc c'est des produits au sens produit matriciel. Donc là, la somme, elle est automatiquement faite. Et après, le troisième terme, c'est le terme qu'il faut rajouter quand on veut faire une régularisation. Ensuite, le gradient de J, il se calcule tout simplement comme sur le diapo, donc x transposé fois h moins y, donc le y, ça correspond au vecteur yi ici,
Donc c'est juste ça. Et après, si on veut faire de la régularisation, il faut rajouter après un terme lambda fois θ, où on modifie juste le gradient pour les... On ne modifie pas le gradient pour la fonction constante. Pour le θ avec la fonction constante égale à 1. Donc ça c'est donc la fonction de coût. Tout est déjà fait. Et donc ensuite il faut tester l'algorithme sur le jeu de données data 1. Là je vais retourner vers mon script TP4. Donc là c'est bon pour le X, on utilise bien la fonction constante et les termes linéaires. On initialise le θ par des zéros. Pour l'instant on utilise lambda égale à 0, donc sans régularisation. Après, j'ai fixé un nombre maximal de pas, un nombre de pas n, et aussi un n pour l'affichage. Donc je vais afficher la frontière de décision tous les 100 pas. Et après, il faut choisir un pas pour la descente de gradient. Donc là, j'ai pris un alpha relativement petit, donc 0,001. Après, ici, je fais une boucle pour la descente de gradient. Donc pour i allant de 1 à n, je calcule à chaque fois la fonction de coût et son gradient. Donc la fonction de coût, je l'appelle k parce que le j, ça va être un vecteur où je vais stocker ces valeurs. Après ici je fais un test. Donc si jamais dans le calcul de j il y a un problème, une erreur, ça peut arriver, comme il y a des logarithmes ici, on veut calculer un logarithme de quelque chose de négatif ou de 0, ça va donner des none. Donc là je fais un test. Donc si j de i est un none, donc je vais afficher un message d'erreur et sortir de la boucle. Donc s'il y a un problème, on a un break ici. Ensuite je fais un test de convergence avec une tolérance de 10 puissance moins 4. Donc si la norme du gradient est inférieure à cette tolérance, je considère qu'on a convergé et je sors aussi de la boucle avec un break. Ensuite là on a la mise à jour des paramètres θ, donc je fais bien ma descente de gradient, θ égale à θ moins alpha fois le gradient, et le reste c'est de l'affichage. Donc si i
ici, I c'est l'indice de l'étape, donc si c'est un multiple de n affichage, je fais un affichage. Donc j'ouvre un graphique, je le vide, je l'efface avec CLF, je fais un hold on, comme ça on peut tracer plusieurs choses à la fois dans le même graphique, sans qu'un autre s'ouvre à chaque fois. Après je calcule les valeurs donc de mon modèle sur la grille avec les θ actuels. Donc c'est la fonction sigmoïde de la somme de θ1 phi1 évaluée sur la grille x1 x2 qu'on avait défini avec le mesh grid, plus θ2 fois phi2 x1 x2 et à la fin plus θ3 phi3. Et après on affiche 3 lignes de niveau de ces valeurs h sur la grille x1 x2. Donc j'affiche en rouge des lignes de niveau pour 1 quart et 3 quarts, et en vert la ligne de niveau pour 1 demi. Et tout ça avec les exemples positifs et les exemples négatifs. Donc pourquoi on fait cet affichage avec les 3 lignes de niveau? Normalement la ligne de niveau qui nous intéresse, c'est la ligne de niveau pour 1 demi. Donc quand la h est égale à 1 demi, on sait que ça c'est la frontière de décision. Donc pour les points d'un côté, on va faire une décision positive, et pour les points de l'autre côté, une décision négative. Là, le 1 quart et les 3 quarts, c'est pour donner un peu d'épaisseur, entre guillemets, à cette frontière de décision. Et ça nous permet aussi de visualiser ce qui se passe au cours des itérations. Donc ce qu'on va voir, c'est que le contour ici, donc la ligne de niveau pour 1 demi, est trouvé assez rapidement. Par contre, après c'est juste l'épaisseur de la frontière qui va bouger. Donc ça c'est la boucle, et à la fin j'affiche aussi les valeurs de la fonction de coût au cours de l'itération. On va essayer de faire tourner cela. Donc là on voit bien, on a bien trouvé une droite qui sépare assez bien les points. La droite on la trouve assez rapidement, et après c'est juste de l'optimisation qui n'a pas énormément de sens, qui sert juste à diminuer l'épaisseur entre guillemets de la frontière. Et donc voilà, ici on a mis, je crois que j'ai mis 20 000 itérations au maximum. Ouais.
là on voit que on va en l'itération, on ne converge pas. Parce qu'on peut toujours repousser un peu plus les points qui sont classés positifs vers une probabilité plus proche de 1 et on peut pousser un peu plus les points qui sont classés négatifs vers une probabilité plus proche de 0. Tout ça en comptant les paramètres. D'ailleurs, on peut peut-être regarder les paramètres. Qu'est-ce que ça donne pour θ? Finalement, le θ, il n'est pas si grand que ça. On verra. On verra si ça change, si on rajoute un peu de régularisation. Donc je vous rappelle que la régularisation, ça revient à rajouter un terme lambda fois θ carré, donc avec un paramètre lambda dans la fonction de coût, ce qui empêche les valeurs de θ de devenir trop grandes. Donc là je vais utiliser un lambda égale 1,5. On verra. On verra si on peut trouver une convergence avec la régularisation. Et donc là, la différence ici, que oui, là cette régularisation, elle fait que l'algorithme est prêt à accepter, entre guillemets, une certaine épaisseur de la frontière de décision. Donc après il considère, au bout de 1000 itérations, qu'il ne faut pas aller plus loin. Donc il n'a plus de raison d'aller plus loin, et donc il s'arrête. Et au niveau des θ, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, là on a des θ donc nettement plus petits. Au niveau de la courbe, au niveau de la droite, on voit que ça n'a pas changé grand chose. Peut-être quand on zoome, on peut retrouver une différence, mais peut-être même pas.
Et je crois que dans l'énoncé, il est aussi demandé de déterminer l'effet du lambda. Donc là, en fait, plus le lambda est grand, donc plus on rajoute la régularisation, plus l'algorithme va accepter des frontières de décision épaisses. Donc là, je peux mettre lambda égal à 1. Normalement, on devrait converger plus vite. Oui, voilà. Donc sans régularisation, il fait les 20 000 itérations autorisées dans la boucle, et avec régularisation, une première régularisation, c'était arrêté à 8000, et là on est à 4000. Par contre, au niveau de la frontière de décision, c'est la ligne verte là. Le résultat est quasiment identique. Bon, là, je crois que on a à peu près tout fait. Tester la stabilité de l'algorithme. Donc là, non, là, je sais pas. Je n'ai pas montré l'instabilité, mais bon, c'est toujours pareil. Si on prend un pas de descente trop grand, l'algorithme peut devenir instable. Donc la descente de gradient peut devenir instable. Mais en fait, ça va juste se traduire par le fait qu'on va sortir de la boucle et on va pas converger. Ensuite, on a testé la régularisation, oui. Ça c'est fait. Et donc là, je pense qu'on peut maintenant regarder les autres jeux de données. Donc c'est celui du milieu et celui-ci. Donc le deuxième jeu de données, c'est data 2, et là on a l'impression que les exemples positifs, on peut les séparer avec une sorte de cercle ou d'ellipse. C'est pour ça qu'on va utiliser le terme d'ordre 2. Et pour le troisième, là on est un peu perdu. Là on a l'impression que c'est une sorte de losange, mais avec des bords avec une courbure. Donc c'est pour ça que dans
le script à compléter, je donne aussi les autres fonctions là de racine de valeur absolue de x1 et racine de valeur absolue de x2. Donc avec ça, ça marche pas trop mal. Donc la première question, je crois que là, il faut juste faire la même chose avec un modèle modifié. Oui, donc il s'agit de proposer et tester d'autres modèles plus ou moins riches et mieux adaptés à ces jeux de données. On va mettre un commentaire. C'est parti en commentaire et donc là c'est essentiellement du copier-coller de la première partie, sauf que là on veut travailler sur le data 2 et le data 3. Donc là c'est juste du copier-coller, encore pour trouver les exemples positifs et les exemples négatifs. Ensuite le choix du modèle, ça change bien sûr la matrice X. Donc là on va commenter ça. Lui. Et donc à la fonction constante et les deux fonctions linéaires, je rajoute donc les trois termes non linéaires, donc x1 carré, x1, x2 et x2 carré. Donc là j'ai un modèle avec 6 paramètres. Donc maintenant il faut initialiser le θ avec un vecteur de 6 0. Et donc là, je vais faire ça en régularisation, avec un nombre d'itérations maximal de 100 000, et je vais afficher tous les 1000 itérations. Ensuite le reste, la boucle, c'est exactement la même chose, sauf que là, comme mon modèle est plus compliqué, quand je calcule l'évaluation de la fonction sigmoïde sur la combinaison linéaire des θk phi k, donc je calcule d'abord un set et c'est donc un terme qu'il faut changer par rapport à ici. C'était où? Ah oui, là je n'avais pas calculé le set. Là je vais calculer la h directement. Donc ici je calcule d'abord la somme des θk phi k évaluée sur la grille avec les θ actuels. Et donc ensuite le h c'est le sigmoïde de Z.
Ensuite, on affiche encore les 3 lignes de niveau. Et les valeurs de la fonction du cours. Oups. Je crois qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Certainement, ah oui. Ah oui, là j'ai fait une erreur parce que ça c'est le terme qu'il faut utiliser pour le data 3. Pour le data 2, il faut utiliser celui-là. Donc là, on voit à peu près le même phénomène. On voit donc la frontière de décision en vert, donc c'est l'ellipse là qui se met en place. Et après, l'itération ne s'arrête jamais parce que l'algorithme veut pousser l'épaisseur de la frontière de décision à 0. Et là aussi on voit que oui, on n'a pas vraiment convergé parce que le gradient n'est pas encore 0. Donc après on peut toujours faire un peu de régularisation. Donc là non, la régularisation n'a pas suffi pour forcer la convergence, donc je vais en mettre un peu plus. Je vais mettre 1.
Là, je comprends pas vraiment pourquoi on a perdu la ligne verte. En tout cas, on converge, mais pourquoi c'est pas affiché? Peut-être. Je vais réessayer. Non. Là, oui, on converge bien, mais on a perdu l'affichage de la ligne verte. Je comprends pas pourquoi, mais... Peut-être j'essaie 0,5. Donc avec 0,5, là on a retrouvé la ligne verte, mais normalement ça devrait converger. Mais non, là non plus, il n'a pas convergé. En tout cas, on sent en itération. Donc là, vous voyez, dans ce genre de modèle, il y a toujours des paramètres à régler. On a l'impression aussi qu'ici le pas de descente il est un peu limite, peut-être. On devrait baisser aussi un peu le pas de descente, mais bon, on va pas. Je pense qu'on va pas aller plus loin. Je pense qu'on a vu à peu près ce qui peut se passer. Donc, au final, sans régularisation, cet algorithme ne converge pas forcément. Mais après, on a le choix, on peut itérer jusqu'au point où on est content avec le résultat, et arrêter, et ou introduire un terme de régularisation. Donc, il va faire que l'algorithme s'arrête tout seul. Ah ouais, là, il faut faire la même chose pour le troisième chute donnée aussi. Là, on va faire encore sans régularisation. Là, utiliser le modèle pour le data 3.
Donc là, on va utiliser aussi les racines carrées de valeur absolue de x1 et de valeur absolue de x2. Donc c'est deux fonctions qui se rajoutent. Donc là, on va passer à un modèle avec 8 paramètres. Là, on voit encore la frontière de décision en vert et les deux limites, un quart et trois quarts en rouge. Donc là, la convergence, elle est plutôt lente. Pour le troisième jeu de données, c'est pour ça que ça peut être une bonne idée de passer à la question suivante. Donc là, on demande d'utiliser une variante de l'algorithme du gradient de type gradient conjugué pour accélérer l'optimisation. Et donc ça, c'est ce que j'ai programmé dans la dernière partie. Donc ça, essentiellement, c'est du copier-coller de la partie d'avant et du TP optimisation. Donc ici on travaille sur le data 3. Le modèle c'est toujours le modèle avec toutes les fonctions phi1 à phi8. Là je vais laisser ça comme ça avec un peu de régularisation. Avec alpha, le alpha là c'est juste le pas initial parce qu'on va utiliser un pas adaptatif. Donc, un pas initial assez petit. Ensuite j'ai essentiellement repris la partie du TP noté. Là le x, le yi et le lambda dans la fonction, dans l'appel de fonction court ne bouge pas, donc
Là, ce qu'il me faut, c'est une fonction juste de θ. Et c'est défini dans cette ligne, donc qui rend juste le j et le gradient de j en fonction de θ. Et après, c'est juste toute la partie gradient conjugué avec le terme de Paul-Lagrivière, comme dans le TP optimisation. Et après, l'affichage, c'est comme avant. Sauf que là, je vais aussi afficher le pourcentage des ensembles qui sont correctement classifiés, des exemples. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté cette partie-là. Donc les Y prévus par le modèle sont tous les exemples où la prévision H est supérieure ou égale à 0,5. Après, les fausses prévisions, l'indice des fausses prévisions, c'est quand ce vecteur de Y modèle ne correspond pas au vecteur YI. Et après, donc j'affiche le pourcentage et j'affiche aussi les exemples mal classifiés avec une étoile ici. Donc là, normalement, là ça devrait aller vite. Ah oui. Là ça va vite. Et là, on voit que grâce aux fonctions racines de valeur absolue de x1 et de x2, la classification elle n'est pas trop mauvaise. Il y a juste quelques exemples mal classifiés, mais dans l'ensemble ça marche assez bien. Et le pourcentage est, oui, presque 94%. Plus de 90%. Donc je pense que ça c'est sans connaître les bonnes fonctions, parce que ça c'est que Monsieur Breton qui connaît les bonnes fonctions, parce que c'est lui qui a fabriqué les données. Donc sans connaître les bonnes fonctions, c'est pas trop mal. Bon, est-ce que vous avez des questions là, du coup? Aucune question? Non, moi ça va. Ça va? Ok, donc ça c'était la régression logistique. Donc c'est une méthode de classification, comme on a vu. On peut voir cette méthode aussi comme un réseau de neurones avec un seul neurone.
Et donc là, on a appris en quelque sorte les paramètres d'un seul neurone. Et après, dans la prochaine partie du cours, on verra comment on peut utiliser des réseaux de neurones pour la classification, entre autres, et comment ça peut nous éviter le choix qu'on a à faire des fonctions phi, des fonctions phi k, parce que ici, si on fait un mauvais choix pour les fonctions phi k, si j'essaye de classifier par exemple les données ici avec un modèle linéaire ou même avec une ellipse, ça ne marchera jamais. Et donc après, dans le cadre des réseaux de neurones, c'est les réseaux de neurones qui peuvent apprendre en quelque sorte les phi pour nous. Bon, sinon pour aujourd'hui, on peut s'arrêter ici. Au revoir. Ouais.